Bonsoir à tous. Le TOC a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui pour vous Madame Aurélie Ilimatou Adam Soulé Zoumarou. Madame Zoumarou est ministre de l'économie numérique et de la communication au Bénin. Bonsoir Madame. Bonsoir Georges. Merci beaucoup de nous faire l'amitié et l'honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons parler de vous, de ce que vous faites. Et du numérique qui est pratiquement votre passion aujourd'hui. Tout à fait, c'est ma passion. Parce que vous êtes entré... C'est mon métier aussi. C'est votre métier aussi. Oui. Comment est-ce que vous y êtes entré? Alors, je suis entrée dans le numérique il y a plusieurs années de cela, suite donc à l'obtention de mon baccalauréat. Quelle série? Parce que tout ça, c'est important pour nous. Série scientifique, donc série C, un peu ce qu'on appelle en Europe série S. Mais nous, au Bénin, on dit série C. Donc, c'est une série scientifique. Vous avez fait votre bac au Bénin? Au Bénin, tout à fait. J'ai fait tout mon cursus scolaire pré-bac au Bénin, à Parakou, une ville au nord du Bénin, à peu près à 450 km de Cotonou. Et ensuite, donc, à la suite de l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles dans la filière scientifique. Donc, une filière physique-chimie, sciences de l'ingénieur, qui m'a ensuite conduit à un diplôme d'ingénieur en télécommunications. Je le disais, Madame Zoumarou est ministre de l'économie numérique et de la communication. Parlons un peu de votre vie de jeune fille, j'allais dire. Est-ce qu'une jeune fille qui se met dans les mathématiques, dans les sciences et dans la physique, c'est une jeune fille normale? Pour nous, c'est normal, mais pour certaines personnes, non, au point que des fois, on se pose un certain nombre de questions. Alors, c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Déjà, à l'époque, quand j'étais au lycée, nous n'étions pas très nombreuses, nous les filles, en série scientifique, en série C. Si j'ai bonne mémoire, sur un effectif d'à peu près une vingtaine ou une trentaine d'élèves de la seconde C à la terminale C, nous devrions être maximum 5 ou 6 filles. C'est combien à peu près? Une trentaine, je vais dire une trentaine de garçons, oui. Déjà, les séries scientifiques étaient des séries qui n'étaient pas pourvues en effectif, comme on pouvait le voir dans une autre série scientifique, certes, mais plus généraliste, la D, ou des séries littéraires comme la série A. Donc, l'effectif était déjà réduit à la base, mais l'effectif féminin était encore plus réduit. Et est-ce que les filles qui sont en série C sont normales? Elles le sont. Oui. Elles sont tout à fait normales. Ce sont aussi des jeunes filles qui s'intéressent en fait à la vie ambiante autour d'elles. Loin de l'idée des filles qu'on dit geeks, qui sont très orientées sur l'outil informatique ou numérique, les mathématiques uniquement. Bien au contraire, ce sont des jeunes filles qui ont beaucoup de logique, beaucoup de méthodologie. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est important d'encourager les jeunes filles à embrasser ces filières scientifiques. Comment s'est passé votre cursus? Est-ce qu'il a été particulièrement difficile parce que vous étiez une jeune fille? Parce qu'on sait que dans nos pays, ce ne sont pas toutes les jeunes filles qui vont à l'école. C'est vrai. Alors, la première partie de la question, ce n'était pas difficile pour moi parce que j'étais une jeune fille. La série C est de toute façon plus exigeante parce qu'il faut vraiment avoir des objectifs très clairs, il faut s'exercer, il faut faire des recherches, il faut aussi être très concentré sur les notions qui sont abordées. Donc, en soi, la série même est difficile, fille ou pas, que ce soit pour les filles ou les garçons. Et je pense que, de toute façon, les mêmes mécanismes qu'il faut pour réussir à l'école sont les mêmes, que ce soit pour les filles ou les garçons. C'est vrai également, pour ce qui est de la seconde partie de votre question, que pour une jeune fille, c'est encore plus exigeant, ça demande encore plus d'organisation parce que, comme toutes les jeunes filles, je devais aider ma mère à la maison, à la sortie des cours.
J'avais des responsabilités liées à mon statut de fille dans une famille, dans un foyer. J'étais l'aînée de ma famille, enfin je le suis toujours, je suis l'aînée de ma famille et donc j'avais aussi des responsabilités vis-à-vis de cette position-là. Mais j'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont beaucoup soutenue, ils ont été là pour me donner les outils, l'accompagnement qu'il fallait pour que je puisse réussir à l'école. Et c'est important effectivement que les difficultés relatives aux exigences scolaires soient perçues des parents pour accompagner les enfants africains et tout particulièrement les jeunes filles africaines. Dans certaines autres familles, les parents décident que bon, la jeune fille n'ira pas à l'école tout simplement. C'est vrai. J'allais dire tout bêtement. C'est vrai. Et récemment, j'étais avec l'UNICEF et ma collègue, la ministre des Affaires sociales du Bénin. Nous avons fait un plaidoyer à la Cour impériale d'une commune, la commune de Niki, au nord du Bénin, où nous avons entretenu les dignitaires sur le rôle dans le développement en fait des jeunes filles et l'importance de laisser les filles à l'école plutôt que de les amener en mariage, plutôt que de les sortir de l'école ou même de ne pas leur permettre d'avoir accès à l'école. Donc oui, ce sont des sensibilisations qu'il est important de faire à l'heure actuelle. Oui, la plupart de nos pays ont pratiquement 60 ans, mais c'est un problème qui perdure, qui persiste. Pourquoi jusqu'à présent, ce problème de la scolarisation de la jeune fille est un problème dans nos différents pays? Alors, je pense que les raisons sont multiples. Il y a déjà l'héritage que nous entretenons, enfin que nous avons eu de notre passé, du passé de nos pays, les pratiques culturelles et coutumières. Et aussi, je pense qu'à travers les années, les gouvernements se sont engagés en fait dans la sensibilisation de toute la frange des populations, notamment les faiseurs, disons, d'opinion, ceux qui détiennent les décisions dans nos communautés, dans les pays. Alors vous avez dit, oui, allez-y, je vous laisse terminer. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important de poursuivre cet effort, mais aussi à travers les actions gouvernementales de prévoir des actions de facilitation. Par exemple, au Bénin, nous avons un programme de cantine scolaire qui permet justement aux parents de se décharger de cette, je vais dire, ce souci, en fait, de ne pas pouvoir, lorsqu'on envoie une jeune fille à l'école, de ne pas pouvoir lui assurer un certain nombre de repas minimum dans la journée. Les enfants vont à l'école, ils peuvent manger là-bas parce que le gouvernement a mis en place ce programme. Et cela lève certains freins aussi qui peuvent subsister dans le fait qu'on laisse les filles à l'école ou qu'on les envoie à l'école. Ouais. Et est-ce que la multiplication des écoles de filles, d'écoles primaires, de collèges, de lycées, de filles peut contribuer à favoriser justement la scolarisation des filles dans nos pays? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est une des solutions. Comme je le dis, les raisons sont multiples. Et donc, il faut adresser chacune de ces raisons de façon spécifique. Mais le fait d'avoir des écoles de jeunes filles permet d'adresser en fait des problèmes spécifiques aux filles. Le fait de les avoir, par exemple, en mode internat, va permettre de pouvoir les canaliser, de pouvoir leur donner en fait les outils, l'environnement qu'il faut pour qu'elles puissent travailler, pour ne pas être, par exemple, sous la responsabilité, comme je le disais tantôt, des charges familiales, pour pouvoir se concentrer donc sur leurs études et pendant les vacances aller revoir les parents. Au Bénin, nous avons plusieurs internats de ce type. Celui que je connais le mieux, c'est le foyer des jeunes filles à Parakou, qui donne d'excellents résultats. On a aussi le lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, qui a fait, si j'ai bonne mémoire, 100% de réussite cette année aux examens. Donc c'est vraiment une des solutions à mon avis.
On va parler maintenant de cette bourse que vous avez perçue, la bourse Mandela, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et qui vous a permis de continuer vos études. Comment est-ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que ça a été organisé? Comment est-ce que vous avez pu réussir à l'avoir, cette bourse? Alors, bon, déjà, pour, disons, rectifier, ce n'est pas une bourse en réalité. Ce n'est pas une bourse dans le sens où on l'entend académique traditionnel pour aller faire des études. C'est un programme, disons, de développement, de leadership, qui s'appelle YALI, Young African Leaders Initiative, du président Barack Obama. Donc, ce programme a été mis en place pour une raison simple, c'est de constituer un réseau de jeunes leaders à travers l'Afrique. Pas seulement de jeunes femmes. Pas seulement de jeunes femmes, ouais. Jeunes femmes, jeunes hommes, ouais. À travers l'Afrique, des jeunes professionnels qui soit œuvrent dans le secteur de l'entrepreneuriat ou dans le secteur de, disons, ce qu'on appelle civic leadership, c'est-à-dire les organisations de développement communautaire, ou encore dans le public management, donc la gestion des affaires publiques, qui était en fait le domaine dans lequel moi j'ai été sélectionnée pour ce programme. Alors c'est un programme qui consiste à prendre un certain nombre de jeunes par pays africain. Pour la cohorte 2015 dans laquelle j'étais, on était 7. Et donc ces jeunes sont répartis dans des universités américaines. Par track, donc les tracks c'est la gestion des affaires publiques, l'entrepreneuriat ou la gestion civile des communautés. Donc nous étions dans des universités, moi j'étais dans une université à New York où pendant plusieurs semaines nous avons suivi non seulement des cours à l'université mais également des programmes disons concrets d'immersion dans la communauté. Et au bout de ces semaines de formation, nous avons eu une grande assemblée avec le président Barack Obama. L'objectif, c'est de créer ce réseau de jeunes. Aujourd'hui, les personnes, les jeunes avec lesquels j'ai été dans ce programme, nous avons maintenu le contact, nous sommes liés. Qu'ils soient du Bénin ou... De tous les pays africains, ouais. De l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya, le Togo, la Côte d'Ivoire. Donc cela a permis de tisser ce lien parce que le président Barack Obama croyait au fait que le fait d'avoir comme ça un réseau qui va au-delà des pays va permettre que ces jeunes plus tard puissent continuer justement à entretenir cette collaboration. Et ce réseau, il marche? Il tourne? Il tourne tout à fait. Lorsque je vais dans un pays, je m'efforce toujours de savoir s'il y a des YALI, et il y en a toujours, qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des expériences que je peux tirer d'eux, et vice-versa, est-ce qu'il y a des apports que je peux faire. Et nous avons un réseau, des plateformes de discussion et d'échange. Donc, ce qui permet que nous puissions apporter en fait à nos différents pays, les meilleures pratiques qui se font dans d'autres pays et entretenir ce réseau. Bien. Mais tout ça, c'est venu après votre formation en France? Tout à fait. C'est venu après. Comme j'étais déjà ingénieur, j'étais déjà en activité professionnelle. Juste, si vous avez envie d'en savoir plus, après... On a envie d'en savoir justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi les télécommunications et pas, par exemple, les finances? Parce qu'il y avait cette possibilité-là. C'est vrai. J'ai choisi les télécommunications pour une raison simple. Lorsque j'ai eu à faire le choix de ma filière de spécialisation, j'ai regardé les besoins que l'Afrique, que mon pays avait. Et ce que j'ai vu le secteur de l'énergie à l'époque, qui était aussi demandeur de nouvelles, je vais dire, de nouvelles approches, connaissances. Compétences. Ouais. Il y avait le secteur des télécoms également. Et puis, bien évidemment, des secteurs comme la santé et l'éducation qui, de toute façon, tout le temps, ont besoin de nouvelles compétences. J'ai choisi le secteur des télécommunications parce que
j'ai perçu en fait le fait que nos pays à ce moment-là étaient encore dans une phase, disons, de découverte des nouvelles technologies. Et je me suis dit que je serais plus utile dans ces filières-là pour que plus tard je puisse apporter les connaissances et les compétences que j'aurais acquises au service de mon pays. Donc c'est ce qui a guidé mon choix. Bien, avec votre permission, on va regarder un reportage justement qui a été fait au Bénin et qui parle de la présence des jeunes filles dans les filières scientifiques, des jeunes filles qui ont remporté des prix, et ça a eu lieu il n'y a pas longtemps, hein, c'était pendant ce mois de septembre 2018. Le 14 septembre dernier au Bénin, 3 jeunes filles parmi les 18 plus brillantes des filières scientifiques C&D du pays remportaient la palme pour participer à la prochaine compétition scientifique entre jeunes filles des classes de première des lycées et collèges de 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qu'organise la fondation Pathfinder de l'astrophysicien malien Cheikh Modibo Diarra. De ce fait, elles auront la lourde charge, mais aussi l'honneur et le privilège de représenter le Bénin au camp de l'UEMOA et aux autres rencontres internationales de leur catégorie. La fondation du scientifique malien récompense les lauréates avec des bourses de formation spécialisées dans de prestigieuses universités. Avant d'y arriver, les 3 jeunes filles béninoises ont eu à passer le tamis des meilleurs résultats de l'année scolaire écoulée et à survoler un camp d'internement national de renforcement des capacités dans les matières scientifiques. Mais au-delà du prestige de la participation à la compétition de la fondation de Cheikh Modibo Diarra, le gouvernement béninois vise davantage à motiver les filles pour les carrières scientifiques. L'orientation des filles vers des carrières scientifiques constitue en effet un enjeu de développement. Le débat en cours sur la parité homme-femme partout dans le monde, et plus encore dans les pays en développement, ne saurait se concevoir et encore moins l'objectif atteint s'il n'y a pas suffisamment de jeunes filles pour embrasser les formations scientifiques, véritable vivier d'opportunités d'emploi. Dès lors, les initiatives comme celle du Bénin visant à inciter les filles aux formations scientifiques, et plus encore les objectifs que s'est assigné la fondation de Cheikh Modibo Diarra, ne peuvent qu'être salués, appréciés et encouragés. Voilà, que ce soit Cheikh Modibo Diarra ou Barack Obama, eh bien c'est le même principe, pousser les jeunes filles à embrasser des carrières scientifiques. Quel commentaire? Mes commentaires sont bons. J'épouse parfaitement cette initiative et les objectifs visés. Vous savez, dans mon rôle aujourd'hui de ministre de l'économie numérique, je travaille avec les entreprises de télécommunications au Bénin et aussi avec ce nouveau écosystème qui est en train d'éclore, l'écosystème des startups. Et à travers plusieurs échanges que nous avons eus, mon équipe et moi, avec ces entreprises, il y a un constat et un besoin qui est exprimé. C'est que ces entreprises n'arrivent pas forcément à trouver les compétences dont elles ont besoin, déjà prêtes à être utilisées. Ce sont des feedbacks qui nous sont parvenus assez souvent et qui nous ont amenés à la conclusion qu'il y a besoin justement d'avoir des initiatives, des actions de ce type pour que les femmes, les jeunes filles choisissent des filières scientifiques, qu'elles étudient dans ces filières, qu'elles y restent et que donc nous soyons là pour les accompagner à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins et aussi que nos partenaires techniques et financiers le fassent. Donc je suis tout à fait heureuse de voir que cette initiative est venue au Bénin et a pu identifier des jeunes filles pour suivre le programme de formation. C'est un peu tout ça qui a justifié votre retour au Bénin après votre formation en France où vous avez même commencé à travailler. Oui, tout à fait. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé à Paris et puis j'ai eu une expérience professionnelle dans un cabinet de conseil et dans une entreprise de télécommunications.
Et j'ai effectivement choisi de rentrer. Vous aurez pu rester là-bas. J'aurais pu. Gagner beaucoup plus, peut-être J'aurais pu, mais j'ai choisi de rentrer en dépit... Qu'est-ce qui a joué? Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer? Parce que quand on parle de fuite des cerveaux, eh bien, il y en a beaucoup dans ce genre qui vont et qui restent. C'est vrai. Il faut d'abord souligner un premier fait. Ce qui m'a poussé à rentrer, c'est d'abord le fait que je me suis toujours sentie, disons, reconnaissante vis-à-vis de mon pays, de m'avoir permis de bénéficier d'une bourse d'excellence lorsque j'ai eu mon baccalauréat. J'ai eu une bourse d'excellence pour étudier en école d'ingénieur, enfin en classe préparatoire, puis en école d'ingénieur. Et j'ai toujours été dans la posture de rendre en fait cette opportunité que j'ai eue. Ce que le pays vous a donné. Voilà, de pouvoir le rendre. Le deuxième élément qui m'a aussi poussé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai choisi ma filière de spécialisation en fonction de ce que j'ai estimé être le besoin de mon pays et de mon continent. Et donc, c'était un prolongement naturel pour moi de pouvoir aller utiliser ces compétences-là en Afrique et au Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui restent là-bas, en Amérique ou en Europe? Alors, je pense que nous avons toutes et tous nos raisons d'agir. Il y a toujours, je vais dire, une intention positive derrière chaque acte. C'est ma conviction personnelle. Il faudrait aller discuter spécifiquement avec ces personnes, mais de façon globale, ce qu'on constate, c'est que pour les personnes qui restent des fois, c'est parce qu'elles ne trouvent pas les opportunités qui puissent leur convenir dans les pays. Et c'est pour ça qu'au Bénin aujourd'hui, nous avons largement partagé ce que nous faisons. L'objectif ou les ambitions qui sont les nôtres. Le président Patrice Talon, lors de chacune de ses visites à l'étranger, tenu à rencontrer les communautés béninoises dans les pays qu'il a visités, récemment en Chine. Et il a toujours porté le message que le Bénin a besoin qu'ils reviennent, qu'ils viennent investir, qu'ils viennent travailler. Donc notre diaspora aujourd'hui est très au fait de ce que nous faisons et de plus en plus les gens reviennent. Et je pense que c'est important que les gouvernements, les pays fassent ces pas vers leur communauté, vers leur diaspora, pour leur faire comprendre que la construction du pays, c'est ensemble avec ceux qui y sont et ceux qui sont à l'extérieur. Bien. Maintenant, on va parler de votre entrée au gouvernement. C'est après combien d'années ça a eu lieu combien d'années après votre retour au Bénin, au pays? Alors, je suis rentrée au Bénin en 2009. Et je suis repartie en 2015 pour occuper un poste à l'international avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, je suis revenue l'année dernière, en 2017, lorsque le président Patrice Talon m'a fait appel. Comment est-ce qu'il vous a repéré? Alors ça, je pense qu'il faudrait lui poser la question. Mais il a dû peut-être vous l'expliquer. Je vous choisis parce que... Je pense qu'il sera le plus habilité à apporter la réponse à cette question. Mais le président Patrice Talon est un homme qui a je vais dire, l'exigence de ses objectifs vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il a tenu compte de ces critères-là aussi pour son choix. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'on vous a choisi? Alors, je pense que... Alors, c'est une vision toute spirituelle de la chose. C'est Dieu qui décide. En toute humilité, j'ai la conviction que le fait que j'ai choisi ma filière parce que je voulais mettre mes compétences au service de mon pays, le fait que j'ai choisi aussi de rentrer, pas forcément à un moment où d'autres l'auraient fait, et également cette conviction que j'ai toujours eue que le secteur des télécommunications et de l'économie numérique au Bénin allait être un secteur porteur. Je pense que tout ça a aussi contribué à connecter toutes ces choses qu'on ne voit forcément pas, d'énergie. Oui. Mais comme je vous le dis, c'est une vision toute spirituelle de la chose. On y croit ou on n'y croit pas. C'est très important. Vous êtes la plus jeune du gouvernement actuel.
vous n'avez que 35 ans. Vous êtes entré au gouvernement à 34 ans. Ça fait un défi lourd à relever. Vous êtes femme, vous êtes jeune et vous êtes la plus jeune du gouvernement. Effectivement, ça fait beaucoup de défis. Le premier défi pour moi, c'est l'atteinte des objectifs je vais dire l'ambition donc dans le secteur que le président Patrice Talon veut que son gouvernement aide à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier défi. Et aussi, vous avez raison, c'est aussi un défi relativement à la confiance qui peut être accordée à la jeunesse, aux femmes. Je sais que ces défis-là également sont en face de moi. Et chaque jour, dans les décisions que je prends, dans les analyses que je fais et dans la façon dont je m'engage dans le rôle qui est le mien, eh bien, ces défis-là, je les garde en tête. Donc, ça fait femme, numérique, jeune. Ça fait vraiment des charges que vous appréhendez avec sérénité. Vous y allez je dirais même avec reconnaissance, parce que c'est des défis. Mais les défis, pourquoi c'est des défis? C'est pour qu'ils soient relevés. Absolument. Et moi, je prends cela comme une opportunité. Il y a beaucoup de jeunes au Bénin qui relèvent des défis chaque jour. Beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes au Bénin qui relèvent des défis chaque jour. Et donc, chaque jour que nous avons l'opportunité de pouvoir faire avancer les choses, il faut le faire. Donc, aujourd'hui, nous avons au Bénin, de façon générale, dans tous les secteurs, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui innovent, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie que notre pays devienne en fait ce centre de développement que le président Patrice Talon veut mettre en place. Et c'est cet effort conjugué qui va permettre que nous y arrivions. Ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Alors, il faut dire qu'il a voulu que les femmes soient à un certain niveau. Il y a une loi qui n'a pas pu passer il y a quelques mois. Je crois que c'était à la fin de l'année 2017. De quoi s'agissait-il exactement? Alors, c'est c'était vraiment concernant la parité. Il y avait effectivement une question de représentativité, donc de l'amélioration de la représentativité des femmes dans notre Assemblée nationale. Aujourd'hui, sur 83 députés, nous avons 8 femmes. Seulement? Alors, nous avons 8 femmes. Et si on regarde aussi les autres aspects de la gouvernance, on le voit également. Sur les 77 maires, je crois qu'on n'en a qu'une seule qui est femme, enfin un seul maire qui est femme. Et au niveau des préfets, sur 12 préfets, il y a une femme. Donc ce sont autant de constats. Et il y a quelques mois d'ailleurs, ensemble avec le président de l'Assemblée nationale et la première dame, Madame Claudine Talon, il y a eu un séminaire national qui a été organisé, qui a reposé ce constat, posé de nouveau ce constat, dit les approches de solutions possibles. Et donc, suite à cela, effectivement, cette loi est apparue qui devait permettre d'améliorer la représentativité des femmes, mais aussi d'aborder 3 autres points tels que l'abolition de la peine de mort, l'institution de la Cour des comptes, et le 4e, c'était le regroupement des élections. Elle n'est pas passée à l'Assemblée nationale et le président de la République avait la latitude, la faculté donc de faire un référendum pour que le peuple béninois puisse se prononcer sur ces questions. Il a décidé sagement et avec beaucoup de clairvoyance de ne pas user de cette faculté parce qu'il a estimé que les ressources que cela allait nécessiter, que l'organisation d'un référendum allait nécessiter, était bien plus nécessaire pour les projets prioritaires. Parce que les élections, ça coûte cher. Voilà. Ça coûte trop cher même des fois. Et donc il a décidé de ne pas user de cette faculté-là. Alors, est-ce à dire que l'Assemblée nationale du Bénin refuse qu'il y ait cette parité? Vous êtes combien de femmes au gouvernement?
Alors, au gouvernement, il y a donc la ministre des Affaires sociales, la ministre de l'Éducation, enfin de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la ministre de la fonction publique, moi-même, le ministre de l'économie. Ah, vous préférez la ministre ou le ministre quand il s'agit des femmes? Alors, je vous laisse choisir. Moi, je dis toujours la ministre, Madame la ministre. Il y a plusieurs fois où ce débat s'est posé. Et certains préfèrent Madame le ministre, un peu comme pour rester dans le purisme, le conservatisme de la langue française. Et il y a bien évidemment l'autre école qui féminise et qui dit Madame la ministre. Donc, dans je tous suis les cas, flexible. vous n'êtes pas... Pour moi, le débat est... en tout cas au gouvernement. Pour moi, le débat est à un autre niveau. Pour finir sur cette question, ce n'est pas tant sur les termes que se manifeste le plus, en fait, ou que se réglera cette question de représentativité des femmes. Nous sommes tous conscients, et le président de la République en premier, qu'il faut que les femmes occupent un peu plus de place dans les instances de gouvernance. Il l'a d'ailleurs encore formulé à la faveur de l'interview qu'il a traditionnellement l'habitude de faire dans le cadre de la fête de l'indépendance de notre pays, où il a expressément demandé que les femmes, justement, puissent se révéler à elles-mêmes et aussi se révéler donc à l'ensemble de ces instances de décision. Il a dit, il y a beaucoup de femmes compétentes dans notre pays, mais elles doivent se mettre en avant. Et c'est indispensable. C'est pour ça que aider les femmes à développer leur leadership est une question, de mon point de vue, importante sur laquelle il faut que nous travaillions de plus en plus. Alors, le leadership de la femme africaine, c'est quoi? Quelle définition on peut lui donner? Alors, le leadership, c'est le leadership, femme ou homme, c'est le fait de pouvoir soi-même s'engager, prendre l'engagement de pouvoir développer ses compétences, se mettre en avant, développer, un peu comme une locomotive. Voilà, développer un certain nombre d'astuces, de mécanismes pour pouvoir porter les sujets, en fait, conduire, voilà, c'est le mot que je cherchais, conduire les choses, haranguer des foules à certaines questions, et aussi impacter la communauté, la cité, son pays, son continent. Donc ça demande un certain nombre de compétences, comme je le dis, ça demande qu'on travaille sur soi. Et donc d'engagement. Bien évidemment, d'engagement, oui. Et cela demande aussi qu'on puisse sortir, je vais dire, de ce qui est ordinaire dans la connaissance. Il faut aller chercher plus que ce que, je vais dire, ce qu'on entend ordinairement. L'exemple que je vais donner, c'est lorsque nous avons eu à faire le programme YALI aux États-Unis, beaucoup des connaissances qui nous ont été apportées ont abordé les questions relatives à la confiance en soi, les questions relatives à la connaissance, en fait, des instances, des entités de gouvernance de notre pays, à la connaissance aussi des enjeux socio-économiques, politiques, de développement de nos pays et du continent africain et dans le monde. Donc, ce sont autant de questions sur lesquelles il faut se documenter, bien évidemment, qu'il faut connaître, sur lesquelles il faut s'appesantir pour pouvoir avoir un impact sur sa communauté. Et décider d'y aller. Oui, ça en fait partie aussi. Sans que ces positions soient immuables, les positions peuvent évoluer, mais au moins, par le fait de les analyser, on arrive à mieux les comprendre, à mieux avoir des moyens d'agir sur ce qui ne va pas. Par exemple, la question de l'éducation des filles.
la question de la représentativité des femmes. Donc, ce sont des questions sur lesquelles, oui, il faut des personnes pour s'engager, pour pouvoir faire bouger les lignes. Donc, le leadership de la femme est important et il y a des organisations qui s'engagent dans ce combat, si je peux le dire ainsi, et qui aident en fait ces jeunes femmes, ces jeunes filles à pouvoir grandir, acquérir des compétences et puis porter en fait leur voix pour développer leur pays. Autre chose dans le gouvernement dans lequel vous êtes, c'est vrai, je disais tantôt que vous êtes la plus jeune, vous avez 35 ans, mais il y a d'autres jeunes également dans ce gouvernement. C'est une volonté de votre président de rajeunir un peu les instances, de faire en sorte qu'un peu plus de confiance soit accordée à la jeunesse? Dans notre gouvernement, dans le gouvernement de la République, tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune parce que, quel que soit l'âge, il y a un célèbre poème sur la jeunesse qui dit que la jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais elle est notre façon de vivre, elle est notre façon de penser. Mais moi, ce que je dis, c'est au niveau du nombre d'années quand même, hein, ça compte. Parce qu'on a l'habitude de voir des gouvernements avec des sexagénaires, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, des septuagénaires, et on voit comment en Afrique, on a les dirigeants les plus anciens. Et donc là, dans le gouvernement auquel vous appartenez, eh bien, il y a beaucoup de jeunes. Je pense que le chef de l'État a fait ses choix en fonction des critères qui sont les siens. Ce que je sais, c'est qu'il compte beaucoup sur l'équipe gouvernementale pour atteindre les objectifs. Ce que je sais aussi, c'est que nous ne travaillons pas par clan d'âge. Les anciens contre les jeunes? Voilà, les anciens ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Non. Quels sont vos rapports d'abord avec les plus âgés? Nous collaborons sans distinction d'âge ou d'expérience, parce que nous estimons que nous sommes une équipe, chacun avec ses forces, chacun aussi avec ce qu'il peut apporter dans le secteur de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de cloison étanche pour ce qui est des secteurs. C'est quand même un signal fort que d'avoir de jeunes gens et de jeunes femmes, j'allais dire de vos âges, dans le gouvernement. C'est un signal fort qui est lancé à la fois à la communauté béninoise, mais aussi à toute l'Afrique. Et c'est tout à l'honneur du président Patrice Talon. Ok, c'est un bon point pour lui. Un autre bon point, vraiment je fais du coq à l'âne, un autre bon point, il a décidé de faire en sorte que tout Africain qui désire visiter le Bénin le fasse sans visa. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une diplomatie économique, ce qui fait que le président a beaucoup insisté pour que le cadre d'investissement soit plus souple, plus attrayant en fait pour tous ceux qui veulent venir investir, contribuer au développement économique du pays. Et la question de l'exemption de visa pour les Africains en fait partie. De même d'ailleurs que le fait qu'aujourd'hui, on peut, même pour les personnes qui ne sont pas de nationalité, disons, africaine, enfin de nationalité d'un pays d'Afrique. Citoyens du monde. Citoyens d'un pays d'Afrique, de pouvoir obtenir leur visa pour venir au Bénin seulement en quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons une plateforme de e-visa qui est complètement dématérialisée. Toute personne qui désire venir au Bénin et qui n'est pas africain va en ligne, remplit le formulaire qui est en ligne, paye en ligne et obtient son visa sans avoir besoin de se déplacer, d'aller nulle part en quelques minutes et peut venir au Bénin pour ses affaires, pour du tourisme. Et tout ça, ça fait partie de ce que l'on appelle le Bénin révélé? Tout à fait. C'est l'occasion justement de nous dire ce que c'est? Alors, le Bénin révélé, c'est notre programme d'action du gouvernement qui est un programme global qui adresse l'ensemble des secteurs et qui veut à la fois améliorer la gouvernance,
relancer la croissance économique et aussi permettre aux populations les plus vulnérables de contribuer au développement du pays. Donc c'est un programme en 3 piliers, en 7 axes, et qui adresse en fait l'ensemble des secteurs, avec 3 secteurs prioritaires sur lesquels le président veut appuyer en fait comme vecteur de développement, donc pour relancer la croissance économique. C'est tout d'abord le secteur agricole. Il ne vous est pas étranger que Bénin est un pays hautement agricole. Avec le coton, par avec exemple. le coton. Et aujourd'hui, au niveau du secteur agricole, nous avons, dans la filière du coton, nous avons excédé les prévisions lors de la campagne dernière. Nous entreprenons de développer de nouvelles filières dont à haute valeur ajoutée, les filières telles que l'anacarde, le maïs, le riz et l'ananas. En tout cas, il a dit que l'agriculture, c'est le présent et c'est en même temps le futur. Tout à fait. Et je voulais dire que pour tous ceux qui ne connaissent pas l'ananas béninois, il faut essayer. Ah bon? Tout à fait. Et donc, le second secteur, c'est le secteur du tourisme et de la culture. Ah oui, on a vu qu'il y a un parc, je crois, qui est en train d'être rénové. Tout à fait. Pour attirer beaucoup plus de touristes. Le président en a parlé il y a quelques jours à New York. C'est le parc de la Pinjari. Et ce parc est en train d'être complètement, disons, réorganisé avec un partenariat, une collaboration mise en place avec African Parks. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des animaux sauvages, on y trouve un écosystème qui est en train de refleurir grâce à ces décisions fortes qui ont été prises au niveau du gouvernement. Donc du nord au sud, nous avons des richesses touristiques, culturelles de grande valeur, un potentiel insoupçonné qu'il faut qu'on révèle au monde. C'est le berceau du vaudou. Tout à fait, la cité historique de Ouida. On peut dire chapeau au Bénin qui a décidé de faire en sorte que le 10 janvier de chaque année soit un jour férié pour célébrer justement, nos différentes cultures dans leur richesse, dans leur variété. Et effectivement, nous célébrons cela tous les 10 janvier chaque année. Ok, donc vous avez dit agriculture, tourisme le troisième secteur, c'est le secteur de l'économie numérique, qui est vu comme étant un secteur transversal, un secteur qui impacte l'ensemble des autres secteurs. L'agriculture, aujourd'hui, vous savez à quel point ce qu'on appelle le e-agriculture prend de l'ampleur, donc l'intégration du numérique dans l'agriculture pour améliorer, optimiser la production agricole, l'intégration du numérique dans le tourisme, parce que la première vitrine d'un pays, c'est sur les plateformes, la plupart du temps les plateformes en ligne, le contenu qui valorise la culture et les traditions d'un pays, on peut les trouver en ligne avant même de venir expérimenter en réel dans le pays. Dans le secteur de la santé, c'est pareil. Nous avons aujourd'hui une stratégie nationale de cybersanté avec un ensemble de projets de modernisation du système d'information de nos hôpitaux que nous devons également conduire. Donc le secteur de l'économie numérique aujourd'hui est vu comme un secteur transversal de relance économique à travers des investissements assez colossaux pour l'infrastructure, pour la TNT, pour le développement de l'écosystème. Donc, ces 3 filières aujourd'hui sont des filières de grande valeur sur lesquelles notre programme du Bénin révélé est en train de s'appuyer. Avec un fort impact sur tous les autres secteurs. Bien sûr, et c'est ce que j'allais dire. Les autres secteurs sont également adressés, le secteur de l'éducation, le secteur des affaires sociales, la santé, les infrastructures, le développement du cadre de vie et le développement durable. Et tout ceci, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Donc c'est un programme global, intégré,
et que nous allons mettre en œuvre de façon coordonnée. Mais nous voulons révéler les choses. D'abord. Nous voulons révéler, le chef de l'État veut révéler le Bénin au monde et révéler le Bénin aux Béninois également. Le temps passe très vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je suis pressé de savoir quelle est la situation du numérique au Bénin et quel point peut-on faire concernant par exemple la TNT, la télévision numérique terrestre. Alors, la situation du numérique au Bénin aujourd'hui est dans je veux dire, un big bang. Ça bouge dans tous les sens. Les infrastructures sont en train d'être développées. Nous avons aujourd'hui un maillage en fibre optique qui est en train de s'étendre. Actuellement, près de 2000 km de fibres ont été déployés avec une réhabilitation de ce qu'on appelle la dorsale nationale, c'est-à-dire que c'est le secteur qui va du nord au sud et qui traverse tout le pays pour notamment permettre de servir les pays de l'Interland pour qu'ils aient accès aux capacités sous-marines. Donc tout ça est réhabilité, les bretelles sont faites et nous allons densifier cela. Aujourd'hui, sur les 77 communes que compte le Bénin, 67 sont déjà prises en compte et les 10 autres vont être prises en compte très bientôt dans le cadre de la phase 2 de ce projet d'infrastructure. Pour ce qui est de la TNT, nous sommes en pleine phase de construction du réseau TNT qui va compter... Il faut dire qu'il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas respecté les délais qui avaient été... c'est vrai, oui, c'est vrai. Qui avaient été imposés par... Il y avait le délai que la conférence de Genève 2006 a fixé, que nous avons raté. Ensuite, la CEDEAO a aussi fixé un délai que bon nombre de pays n'ont pas pu aussi... Maintenant, chacun va y aller selon son rythme. Au Bénin, nous avons commencé, je me souviens, autour des années 2010-2011 déjà, à commencer à faire les premières feuilles de route, à nous inscrire dans la dynamique de l'Union africaine des télécommunications pour refaire notre plan de Genève 2006. Et nous avons progressivement commencé à mettre en œuvre toutes les étapes, les actions devant tendre à la mise en place de la TNT au Bénin. Actuellement, la sous-plaque méridionale, donc, qui compte 4 sites au niveau du sud du pays, Cotonou, Porto Novo, Béroué et puis Abomey-Calavi, sont en train d'être finalisés. Le peuple béninois le sait et bientôt, très bientôt, ils auront de bonnes nouvelles par rapport à la TNT. Okay. Parce que derrière aussi, il y a toute la politique des décodeurs, la mise en place des instances de gouvernance. Le Conseil des ministres a récemment approuvé la création de la société de diffusion, Bénin Diffusion, et aussi de la société de patrimoine qui va récupérer donc les actifs de la TNT. Un mot sur la communication qui est aussi dans votre ministère. Effectivement, la TNT, nous sommes dans le domaine de Absolument, la communication. Ouais. Le développement des médias nous incombe, donc nous travaillons avec toutes les chaînes. Aujourd'hui, avec la TNT, la chaîne de valeur de la télévision est complètement modifiée. Donc, l'accompagnement qu'il faut, la sensibilisation qu'il faut pour que les chaînes actuelles puissent s'inscrire dans cette nouvelle dynamique est aussi en cours de mise en œuvre. Et puis, chose très importante, les nouveaux médias aujourd'hui qui font leur émergence. Le ministère aussi est en train activement de regarder ce volet-là avec beaucoup d'intérêt. Bien. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Sur lequel des concepts avez-vous envie d'intervenir? Chine, régionalisation, intégration, corruption, émergence, on a déjà mis cela de côté, migrants. Qu'est-ce que vous choisissez pour la problématique de la régionalisation est importante aujourd'hui pour nous. Régionalisation, intégration. Oui, c'est important. Vous savez, surtout dans le domaine du numérique, où il n'y a pas de frontières. On ne doit pas travailler seul. Il n'y a pas de frontières, on ne doit pas travailler seul. La coopération dans le domaine du numérique est importante. Et des initiatives régionales telles que celles que nous faisons au niveau de la CEDEAO, vous l'avez vu avec le free roaming,
Sans ces organisations, ces instances régionales, il y a certaines initiatives, certaines décisions qui ne peuvent pas avoir la force qu'il leur faut parce qu'il faut que tous les pays se mettent ensemble. L'initiative Smart Africa également, dont le Bénin fait partie, est l'une d'entre elles, où nous avons perçu la nécessité, par exemple, que les pays se mettent ensemble pour aller négocier les capacités sous-marines, pour aller négocier la construction de leurs infrastructures numériques, parce qu'il ne sert à rien de mettre de la fibre partout au Bénin si cette fibre ne continue pas au Niger et au Burkina, au Togo et au Ghana pour interconnecter l'ensemble de ces pays. Donc, ce sont des problématiques très actuelles que nous prenons beaucoup à cœur et sur lesquelles nous travaillons activement. Dernière question, quelles sont vos plus grandes ambitions en tant que femme, en tant que jeune, en tant que ministre? Là, je m'adresse à Mme Soumarou. Alors, elles sont multiples. Tout d'abord, j'ai une problématique qui m'a toujours tenue à cœur en tant que professionnelle du secteur des télécoms et du secteur numérique. C'est la gestion des déchets électroniques. En Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de numérisation effrénée et cela implique qu'on amène en fait des composants, des équipements, tous électroniques, les équipements terminaux, les portables que nous utilisons, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait après? Quand ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus, quand on n'en a plus besoin, quand il faut les renouveler. Il ne faut pas que nous commettions l'erreur de ce que bon nombre de pays qui se sont industrialisés ont fait. On se développe et après on pense aux conséquences. Ça doit être des démarches qui vont ensemble. Et donc ça, c'est une problématique sur laquelle Madame Soumarou se sent très interpellée. Et puis, bien évidemment, la question des jeunes filles, de l'encouragement des jeunes filles dans le secteur des TIC. Comment faire cette incitation, comment accélérer, renforcer cela et donner l'assurance à ces jeunes femmes que oui, le secteur du numérique est un secteur passionnant qu'il faut embrasser avec conviction. Et oui, c'est un secteur qu'on peut embrasser tout en restant, comme vous l'avez dit, normal. Merci beaucoup. Voilà, nous allons dire merci beaucoup à Mme Aurélie Ilimatou Adamsoulé Soumarou, qui est ministre de l'économie numérique et de la communication du Bénin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Merci. Et merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de Le Talk sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.